Alors maintenant que nous avons bien compris comment étaient générées les interférences, leurs différentes caractéristiques et que nous avons vu un certain nombre de montages pour générer ces interférences à deux ondes, nous allons discuter différentes applications des systèmes interférentiels à deux ondes. Nous allons commencer par des observations qu'on peut faire directement dans la nature. Donc on n'a pas forcément besoin de l'homme pour observer des interférences. Le premier exemple que je vais décrire, c'est un exemple que j'adore, c'est la bulle de savon. C'est très visuel et on a des belles couleurs quand on a une bulle de savon. Alors d'où viennent ces couleurs? Elles viennent d'un phénomène interférentiel. En effet, ici j'ai représenté le film de savon. La lumière arrive sur la face extérieure de ce film de savon qui est très fin, hein. C'est une taille de l'ordre de quelques microns, voire dizaines de microns. Au niveau de la première interface, on a une réflexion, une transmission. Le faisceau transmis atteint la seconde interface où il va de nouveau subir une réflexion et une transmission. On voit donc qu'on a un rayon qui revient vers la direction, vers le milieu incident, parce que dans le film, on retourne à la première interface où on va de nouveau subir réflexion et transmission. Donc là, on voit que la première réflexion va interférer avec le rayon transmis suite à la réflexion du rayon transmis initial. Donc on pourrait continuer le raisonnement, hein, mais en fait, l'interférence se fait principalement entre les deux premiers rayons parce que le coefficient de réflexion est assez faible, donc les rayons supplémentaires vont très vite devenir négligeables. Donc on a un processus à deux ondes qui vont interférer, et si vous vous rappelez les caractéristiques spectrales des interférences de le domaine spectral, une interférence à deux ondes va donner naissance à un spectre cannelé, c'est-à-dire à des longueurs d'onde qui vont être très fortement atténuées, d'autres qui vont passer. Donc si on perd certaines longueurs d'onde, on va changer la couleur. Cette couleur, elle va varier en fonction de la différence de marche optique, hein. Et donc si on change l'angle d'incidence, c'est ce qui se passe quand on va éclairer différentes parties de la sphère, la différence optique change, la couleur est également modifiée, ce qui crée toutes ces irisations qu'on peut voir sur la bulle. Alors, ce phénomène d'irisation, il a été utilisé par différents chercheurs pour mettre en évidence, pour étudier des cyclones dans une bulle de savon. En effet, ces chercheurs qui étaient spécialisés dans les instabilités se sont rendus compte qu'on a des lois d'échelle et grosso modo, l'épaisseur de la bulle de savon, c'est comme l'épaisseur de l'atmosphère autour de la planète. Et une demi-bulle de savon, comme ils utilisent, ça peut être extrêmement efficace pour tester des phénomènes d'instabilité créés par notamment des changements de température. On voit ainsi les tourbillons qui vont se former sur la bulle. L'indice est très sensible à la température, l'épaisseur aussi peut changer, donc la différence de marche va varier et on va voir ces très belles couleurs qui vont apparaître et qui vont permettre de caractériser directement à l'œil nu tous ces phénomènes de turbulence à l'échelle d'une bulle. Donc c'est un travail fait par des chercheurs français ici de l'Université de Bordeaux. Ici un autre exemple d'irisation qu'on peut voir sur un film de savon. On voit qu'on a des franges, enfin des couleurs qui sont réparties horizontalement. Pourquoi? Là, c'est juste l'effet de la gravité. Le film de savon n'a pas la même épaisseur en haut et en bas, donc la couleur va pouvoir varier. Alors ici, ce n'est pas un film de savon, cette image, c'est une tache d'huile. Une tache d'huile sur de l'eau, sur un sol mouillé, et on voit là aussi des belles irisations. Alors comment on peut les comprendre? C'est assez similaire à la bulle de savon. On a les faisceaux incidents qui arrivent sur l'huile.
L'huile, normalement, hein, c'est plus léger que l'eau, et puis c'est non miscible avec l'eau, donc on a des interfaces qui sont très bien définies. On a une partie du rayon transmis, une partie du rayon réfléchi, et suite aux réflexions multiples, aux transmissions multiples, on va avoir un phénomène d'interférence qu'on va pouvoir visualiser à l'œil nu. Et là encore, généralement, c'est les deux premiers rayons qui sont primordiaux pour ces interférences. On n'a pas besoin de prendre l'intégralité des rayons en compte. Alors, des interférences encore plus belles, on en a aussi chez les insectes. Ici, ces différentes ailes d'insectes. Et là, toutes ces couleurs sont des couleurs interférentielles. Alors, les couleurs interférentielles, hein, c'est assez facile à repérer. Si on bouge l'objet, ça change de couleur parce qu'on change l'angle. Donc c'est pas là un phénomène d'absorption qui est indépendant généralement de l'angle avec lequel on le visualise. Toutes ces couleurs irisées, hein, il suffit de tourner, de faire bouger un petit peu l'objet et on voit tout de suite si c'est des couleurs qui naissent d'un processus interférentiel ou pas. Alors bien sûr, tout ça, ça vous a peut-être rappelé tout ce qu'on a expliqué dans le chapitre précédent quand on a fait les couches minces. C'est pas un hasard. Une couche mince, ça fait que reproduire d'une certaine manière ce qu'on peut naturellement créer dans la nature. Et pour le prouver ici, c'est l'exemple d'une couche mince. Alors ici, c'est pas une belle couche mince, c'est au contraire un échec. Le dépôt n'a pas été uniforme. Et comme on a une épaisseur qui varie, ça donne une couleur irisée, ça donne ici une couleur qui va fluctuer. Et plus les fluctuations sont rapides, plus on sait que les changements d'épaisseur vont être rapides. Donc là, on a un moyen très visuel de voir un petit peu une sorte de topographie du dépôt de couche mince qui ici a été loupé. Normalement, quand le dépôt va très bien, la couche mince elle est parfaite et d'une teinte bien uniforme.